Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc alors pas d'économie en termes de ce qu'on parle aujourd'hui, c'est-à-dire de fuite de prospective d'une société qui fonctionnerait sur l'hydrogène, le carbone, mais recyclé à partir de CO2 et puis l'azote. Et je vais surtout vous parler de techniques ou technologies électro- et photoélectrochimiques. Ce que je vais vous présenter, ça vient beaucoup de travaux qu'on a fait dans le cadre d'une initiative qui s'appelle Synergie, qui est au niveau européen, de réflexion qu'on a eue. Je vous parlerai un petit peu de la feuille de route qu'on a montée. Et puis, il y a des travaux qu'on a fait avec de nombreuses personnes du CEA, mais notamment Sophie Charton, Muriel Materon, pour un démonstrateur que je vous présenterai, qu'on a fait pour répondre au prix européen sur la photosynthèse artificielle. Et puis, il y a bien sûr tous les gens qui sont passés dans l'équipe depuis une vingtaine d'années et sans qui tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui n'existerait pas, parce que ça nourrit toutes les réflexions qu'on peut avoir. Bon, on a beaucoup parlé d'énergie. Ces chiffres sont un peu vieux, mais n'ont pas énormément évolué. Aujourd'hui, on est là, on a une vingtaine de terawatts d'énergie qui sont dépensés, 80% à base de ressources fossiles, ça c'est au niveau mondial, en France c'est un peu moins, et une vingtaine de pourcents d'électricité. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en gros, toutes les technologies renouvelables qu'on développe aujourd'hui, en fait, elles produisent de l'électricité. Et en fait, en 2050, on est censé doubler parce qu'on a des continents qui vont se développer. Le fossile, on sait que de toute façon, on ne pourra pas en faire plus, il faudrait peut-être même en faire moins. Et puis, il va falloir remplir cette boîte avec quelque chose. Donc ça, c'est une autre question qu'on n'a pas abordée. C'est-à-dire, il y a les économies occidentales qui sont plutôt vers la sobriété, mais il y a des économies qui vont croître et qu'il faut alimenter. Alors, quelque part, la ressource, elle est au niveau de l'énergie solaire, des énergies renouvelables notamment, mais de l'énergie solaire. Au niveau mondial, en une année, la photosynthèse naturelle stocke environ 8 fois plus d'énergie sous forme de biomasse que ce qu'on a besoin pour nos sociétés. Et en fait, si on était même capable de stocker à 100% l'énergie solaire qui arrive sur la planète en une heure, on serait sauvé. Alors bon, bien sûr, c'est plus compliqué que ça. Le même raisonnement au niveau européen, donc là sur les terres, montre que en gros, si on était capable de stocker 0,3% de l'énergie solaire qui arrive sur les terres européennes, on aurait de quoi en fait alimenter et faire fonctionner toute notre économie. Donc, le problème, c'est que cette énergie solaire, il faut la capter, la convertir et la stocker. Et donc, il n'y a pas tant de technologies qui permettent de faire ça à grande échelle. On peut se dire qu'on va aller produire de l'hydrogène, et puis donc là, on alimente une économie de l'hydrogène, qu'on peut recycler du CO2 atmosphérique ou non et produire, si possible, des carburants liquides. On peut d'ailleurs utiliser l'hydrogène pour faire ce point-là, et ça, je vais développer un peu. Et puis, à terme, on peut se dire qu'on peut utiliser ces technologies ou d'autres similaires pour finalement produire à partir d'énergie solaire tous les composés chimiques de base et tous les matériaux dont on pourrait avoir besoin au-delà des carburants. Donc ça, c'est un peu l'objectif de cette initiative Synergie, qui vient de la fusion des deux projets de flagship qui ont été développés en 2019-2020. Une discussion qui était très intéressante, puisqu'elle, un peu comme ici, elle a mélangé des organisations non gouvernementales, des industriels, des chercheurs, académiques ou dans les grands organismes de recherche. Et donc, on a établi une feuille de route qui reprend en fait l'état de l'art et les possibles avancées, à la fois sur ce qui est l'électrolyse à partir d'électricité renouvelable, de photoélectrocatalyse, donc là c'est de la conversion directe d'énergie, de systèmes photobiologiques ou hybrides, et puis tout ça couplé, puisque ces trois technologies font que les petites molécules essentielles de base, couplées à de la thermocatalyse pour aller plus loin. Et donc, si ça vous intéresse, il y a cette feuille de route qui est disponible sur Internet. Vous tapez Sunrise Solar Fuel Roadmap et vous allez la trouver.
Donc, dans cette idée, il y a le fait qu'on va partir de molécules de la biosphère, de l'azote, du CO2, de l'oxygène, mais aussi de l'eau, et qu'on va aller produire tous les produits dont on a besoin, et notamment l'hydrogène, l'ammoniac et puis les produits carbonés par ces technologies, et tout ça pour aller répondre aux différentes missions. D'abord, la sécurité énergétique de l'Europe, ensuite tout ce qui est production de matériaux pour l'industrie, l'agriculture, et puis enfin, Gilles en a parlé rapidement, le fait que sur le long terme, il va falloir qu'on développe des technologies négatives de stockage de CO2 pour revenir à des températures peut-être possibles. Donc, ces technologies, elles n'existeront que si on arrive à avoir à la fois des systèmes efficaces, robustes et qu'on puisse monter à l'échelle. Donc, quand on dit robuste, c'est 10 à 20 ans d'opération dans des conditions ambiantes et, vu qu'on travaille avec des énergies renouvelables, fortement intermittentes, et ça, on sait que pour la stabilité, c'est compliqué. Efficace, il y a des analyses techno-économiques qui disent que c'est 5 à 10% de rendement solaire vers énergie chimique. Alors, c'est assez spécial, c'est 5% pour 10 ans et 10% pour 20 ans. Parce que, et ça, c'est un peu contre-intuitif, mais dans les analyses techno-économiques, c'est ça qui était prévu. Et puis, on veut... Alors, ce qui est important, c'est que quelque part, cette efficacité, elle définit l'empreinte au sol de vos technologies. Comme on utilise de l'énergie solaire, il faut bien la capter. Et donc, si vous êtes très efficace, vous avez besoin de moins d'espace. Et donc, quand on ramène à l'énergie nécessaire par habitant en Europe, on voit que c'est plutôt entre 10 et 30% qu'il faudrait être pour qu'on ait un peu de place pour cultiver des choses et puis faire autre chose que juste obtenir son énergie. On veut également un ROI qui soit relativement élevé. Bon, ça c'est... Alors aujourd'hui, on est en train de voir que le photovoltaïque a des ROI qui augmentent par rapport à ce qui était prédit au tout début, et donc ça devient tout à fait possible pour les énergies solaires. Et puis on veut éviter, et ça c'est tout ce qui est les problèmes de durabilité, on veut éviter des matériaux critiques afin de permettre du déploiement à grande échelle. Alors, j'en reparlerai plus tard, mais ça a été évoqué. C'était toi, Jean-Christophe, qui avait parlé, ou c'était Stanislas. On aimerait que ces technologies respectent les limites planétaires. Vous voyez que sur toutes les limites planétaires, bon, il y en a 3 qui sont à peu près respectées. Il y avait l'ozone, ça, on a réussi à passer le cap. Mais en fait, les autres, elles sont quand même fortement dépassées. Notamment l'azote et le phosphore, là, les cycles biogéochimiques sont très déplacés, finalement beaucoup plus que le problème du CO2. Alors après, il y a les temps de retour à l'équilibre, c'est-à-dire pour le CO2, c'est une dizaine de millions d'années, alors qu'on sait que pour l'azote et le phosphore, si on agit assez rapidement, on peut revenir à une forme d'équilibre. Et puis il y a la fameuse carte, tableau périodique de Leucams qui montre les éléments, leur abondance et puis selon le code couleur, leur criticité en termes à la fois d'extraction mais également d'impact sur l'environnement avec ces nouvelles couleurs sur la durabilité qui ont été ajoutées récemment. Avec toute une série de collègues, en fait, suite à une école d'hiver franco-italienne qu'on avait organisée sous la direction et le pilotage d'Alessandra Quadrelli, on a fait cette analyse qui est vraiment interdisciplinaire, qui inclut des géographes, qui inclut des sociologues, et qui regarde un peu toutes les feuilles de route qui existent, aussi bien au niveau industriel qu'international ou régionaux. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que finalement, il y a pas beaucoup de solutions communes à ces feuilles de route et qu'il y a vraiment des réflexions à avoir avant de faire des vrais choix sur les technologies qu'on devrait développer si on veut vraiment aller vers du net zéro. Alors, la présentation d'aujourd'hui, je l'ai organisée en 3 grandes parties. Une première partie, si vous voulez utiliser de l'énergie solaire pour faire
pour faire des carburants ou des produits chimiques? Est-ce qu'il faut que vous le fassiez directement avec des processus de photoélectrochimie, de photocatalyse, ou est-ce qu'il vaut mieux le faire de manière indirecte en passant par du photovoltaïque, de l'électricité, de l'électrolyse? Le deuxième point, c'est finalement quand vous devez convertir du CO2 que vous avez capté, donc qui vous a coûté un peu cher, est-ce qu'il vaut mieux le convertir directement dans un électrolyseur ou est-ce qu'il vaut mieux faire une conversion thermique avec de l'hydrogène que vous aurez fait par ailleurs, notamment et peut-être de l'hydrogène solaire? Et puis, je veux parler à la fin de technologies de fixation de l'azote pour faire de l'ammoniac, parce que finalement, on parle aussi beaucoup d'électrocatalyse, mais je voulais vous faire un point sur où on en est aujourd'hui. Donc, je commence par la partie Solar Fuels. Et en fait, récemment, dans ce papier-là, il a été proposé qu'on appelle l'hydrogène produit de manière solaire de l'hydrogène doré. Donc, c'est une nouvelle couleur qui n'est encore pas adoptée dans la classification, mais finalement, ça ne fait qu'une de plus dans les 13 ou 14 qu'il y a déjà. Et en gros, l'idée, c'est de dire que si on veut aller vers le net zéro émission en 2050, d'ailleurs, Régis, tu as dit ce matin que tu as dit du net zéro carbone en 2050, donc il y a déjà un petit glissement de 10 ans, parce que dans le rapport de l'IEA, c'est 2040 pour le CO2 et 2050 pour tous les autres gaz qu'on émet, les NOx, les SOx et toutes ces choses-là. Mais voilà, donc il y a déjà un glissement de 10 ans qui est opéré. Et en fait, donc, bien sûr, il faut de la sobriété, il faut de l'électrification massive, il faut du développement d'hydrogène vert. Et a priori, les feuilles de route sont assez cohérentes en disant qu'en 2050, l'hydrogène vert devrait couvrir environ 20% des besoins mondiaux. Alors, c'est 10 à 20%, c'est 20% si on est arrivé à être sobre et à supprimer 50% de nos dépenses actuelles, et sinon ce n'est que 10%, c'est que 10%. Mais en fait, si on veut faire ça, et c'est tout de suite la critique qu'on fait quand on dit qu'on va développer l'hydrogène, c'est « mais mon bon monsieur, vous vous rendez compte toute l'électricité qu'il faut ?» Et effectivement, il faut un paquet d'électricité. Ça, la thermodynamique est assez têtue là-dessus. Et donc, si on arrive à faire toute cette électricité, il va y avoir des contraintes sévères sur le réseau électrique. Parce qu'il va falloir multiplier par 3 ou 4 la quantité d'électricité qu'on transporte. Et c'est pour ça que si on arrive à produire de l'hydrogène de manière décentralisée au plus près de l'endroit où on produit où on capte cette énergie solaire, ça permet de stocker ces énergies renouvelables et notamment l'énergie solaire sans solliciter le réseau et de la relibérer en fait en local en n'utilisant que les petits réseaux. Alors, soit on l'utilise pour l'industrie, et là, c'est le gaz qu'on utilise, soit on la reconvertit en électricité avec une pile à combustible, et dans ce cas-là, on n'est que sur le réseau secondaire. Et là, j'ai noté quelque chose, c'est que finalement, si on fait ça, on a des coûts de distribution qui sont plus faibles. Donc, on a eu ce matin un exposé sur la distribution de l'hydrogène, qui n'a pas l'air d'être d'une simplicité évidente. Et alors, j'ai lu récemment que, en gros, les coûts dans le Dutch Hydrogen Pipeline, les coûts de distribution qui étaient vendus à la construction de 50 centimes par kilogramme, donc qui étaient très, très faibles, sont estimés aujourd'hui entre 4 et 6 euros par kilo. Donc, 2 euros pour le steam reforming, plus 4 à 6, on arrive dans les 7 euros de la production d'hydrogène par électrolyse. Et donc, le facteur coût est peut-être un peu moins important si on fait ce déploiement massif d'hydrogène doré produit de manière décentralisée à partir du soleil. Donc, on a un certain nombre de technologies. Donc, ça existe depuis plus de 10 ans dans la littérature. Ce schéma-là, je l'aime bien. Donc, soit on va coupler un électrolyseur avec des panneaux photovoltaïques, soit on fait de la photocatalyse. Alors, ça, c'est le plus low-tech qu'on peut imaginer parce que c'est un ballon transparent et puis on récupère les gaz en sortie. Ou alors, on a des systèmes intégrés de photoélectrochimie. Et ça inclut plein de variants, comme je vais vous le montrer. Donc, la partie PV électrolyseur, ça existe déjà. Alors, on pourra rediscuter. TRL au moins 6. Par
Par contre, les autres systèmes, on est à des TRL beaucoup plus bas, 4 à 6 pour les systèmes intégrés, 2 à 3 pour les systèmes photocatalytiques, et 2 à 3 notamment parce qu'il n'y a pas encore les performances qui sont nécessaires, telles que je les ai dit avant. Donc, quelques exemples. Là, c'est un exemple de la littérature de systèmes où on couple un panneau photovoltaïque et un électrolyseur. Donc, le chercheur fondamental que je suis peut dire, en fait, c'est déjà 2 modules mûrs technologiquement. Il suffit de les coupler, de faire un peu d'électronique de puissance, et puis on va y arriver. Bon, je sais que c'est pas si simple, et il y a pas mal de développement pour essayer de faire ça. Mais là, on est vraiment déjà à l'échelle pilote. Typiquement, et ça vous avez peut-être dans l'assistante plus de billes que moi parce que j'ai du mal à avoir des infos sur ce qui se passe vraiment, mais il y a un projet IDEAL qui est piloté par Thierry Leperc, qui je crois était à la place à ta place avant, non, c'était ton prédécesseur, Isabelle. Et donc l'idée, c'est dans le nord de l'Espagne d'aller combiner des panneaux photovoltaïques captifs de manière à ne pas payer les coûts de distribution de l'électricité avec des électrolyseurs alcalins. Et donc il y a quand même une idée d'aller développer plusieurs gigawatts d'électrolyseurs et de puissance solaire. Donc il y a forcément beaucoup de coûts d'investissement et de coûts de maintenance associés puisqu'on parle d'électrolyseurs alcalins. Je ne sais pas du tout où ça en est. J'ai encore pas vu que ça avait complètement capoté. Et je sais qu'il y a des projets similaires au Maroc, voilà. Mais je sais pas où ça en est. Ça c'est vraiment l'idée d'aller alimenter une vallée de l'hydrogène dans les Asturies. Mais si on veut développer, comme je l'ai dit, des systèmes un peu plus polyvalents, il va falloir des systèmes plus intégrés et plus flexibles. Donc, si on va complètement de l'autre côté de l'échelle, la photocatalyse ou la photobiocatalyse, là je donne 2 exemples. Un exemple avec les microalgues qui sont développées, alors soit à Cadarache, ici à la Cité de l'Énergie par les collègues de la DES, soit à la recherche fondamentale du CEA, et on a un centre à Grenoble dans le laboratoire dirigé par Éric Maréchal. Donc là, on développe des microalgues qui soit font des produits à haute valeur ajoutée qu'on va extraire, soit font juste de la biomasse qu'on va brûler à un moment donné. Et là, on est à quelques pourcents de conversion énergie solaire vers biomasse. 10%, c'est un peu la limite de rendement de la photosynthèse. On peut également, et ça se fait dans mon laboratoire, utiliser des bactéries photosynthétiques pourpres pour réformer à l'aide de lumière de la biomasse, notamment des résidus de petits laits, des résidus d'industrie sucrière. Donc ça, c'est des déchets qu'il faut valoriser. Et là, on peut produire de l'hydrogène avec des très bons rendements, avec un peu de lumière. Et c'est des systèmes que j'ai fait tourner au Palais de la Découverte et qui sont stables sur des mois une fois que la culture est lancée. On a également la même chose, mais avec des particules de semi-conducteurs inorganiques. Et ça, c'est une science vraiment développée au Japon. C'est Katsunari Domen qui a fait ça. Et donc, au départ, on était avec des slurries, avec des mélanges, des suspensions de particules. Mais il a réussi à développer des panneaux en déposant ces particules sur des plaques de verre. Il a géré les problèmes d'explosion du mélange H2O2 qui était produit en mettant des petites couches, en travaillant vraiment sur l'ingénierie. Et il a réussi à développer ça à l'échelle de l'hectare. Donc en fait, c'est des technologies qui sont très bas coût d'une certaine manière en installation. Le problème, c'est que les rendements pour l'instant des matériaux, c'est limité à 1%. Et donc, ça n'arrive pas à une rentabilité économique suffisante. Si maintenant on passe au milieu, à ces dispositifs photoélectrochimiques intégrés, c'est ce qu'on fait dans mon laboratoire. Il y a différents variants, et je vais commencer par les cellules photoélectrochimiques, où là, l'idée c'est d'avoir des photoélectrodes qui sont en même temps capables d'absorber la lumière et de faire la catalyse. Et donc la différence de potentiel qui va être générée par l'absorption d'un photon, en fait la différence de potentiel, elle est à l'interface entre le matériau et l'électrolyte. Et donc il y a une science fabuleuse à faire à ce niveau-là. C'est à la fois de la physique des semi-conducteurs, mais également de la chimie aux interfaces. Et donc dans mon équipe, avec Muriel Chavarot-Kerlidou, on développe des photoélectrodes. Alors,
ici avec des espèces moléculaires qui vont absorber la lumière et réaliser la catalyse. On a c'est les mêmes courbes qui ont été présentées hier soir. On a des courbes de photocourant qui sont intéressantes à étudier, mais qui pour l'instant, en tout cas dans notre cas, restent, je dirais, anecdotiques du point de vue de la conversion de l'énergie solaire. En fait, les meilleures cellules tandem qui existent, parce que souvent, une seule photoélectrode, ça ne suffit pas, il en faut deux pour arriver à générer le photopotentiel suffisant pour, par exemple, décomposer l'eau. Les meilleurs rendements, alors 2021, c'était 4,3. Ce matin, il y a un Nature Communication à 5 et quelques %. Ce n'est pas pour faire de l'hydrogène, mais ça, à mon avis, ça s'appliquera. Mais on est dans ces eaux-là, 5 %. C'est typiquement ce genre de technologie qu'on essaye de développer avec Engie dans une chaire industrielle cofinancée par l'ANR aujourd'hui. Et on s'était mis comme objectif d'arriver à 5 %. Donc, on a encore 2 ans pour y arriver. Je vous montre ici le meilleur qu'il y avait hier. Et je vais en profiter pour vous apprendre un petit peu à lire ces courbes-là. Typiquement, à 20 % près, vous pouvez considérer que si vous avez 1 milliampère par centimètre carré, vous avez 1 % de conversion. Parce que le rendement, c'est 1,23 qui est le delta G en électronvolts de la réaction, divisé par un flux solaire qui est en gros un facteur de 10, c'est 1000 watts par mètre carré. Donc en fait, si vous avez 1 milliampère, vous avez en gros 1 %. Donc vous voyez qu'ici, on arrive à 4 et quelques milliampères. En fait, à 0 ici, on est au 4,3 milliampères. Alors, c'est pas sur une courbe d'une seule photoélectrode, ça suffit pas. Parce qu'en fait, ce qu'il faut lire, c'est la valeur à l'endroit où les deux photoélectrodes fonctionnent. Parce que si vous avez une photoélectrode qui fait 10 milliampères et l'autre qui fait 100 microampères, ben en fait, c'est toujours celle à 100 microampères qui va gagner. Et encore faut-il qu'elles se croisent. Puisque en gros, vous voulez pas mettre de l'énergie dedans. Donc en fait, quand vous avez quelque chose comme ça, vous pouvez dire « Ah ouais, j'ai 8 %. Ben non, en fait, c'est à l'endroit où les deux courbes se croisent, à 4, que vous avez la performance de votre système. Voilà. Et alors, ensuite, une seconde technologie intégrée, c'est la technologie qui a été développée ou popularisée par Nocera. En fait, il a repris des travaux du NREL de John Turner, qui d'ailleurs lui avait soufflé à l'oreille. Et l'idée, c'est d'aller prendre des matériaux multicouches photovoltaïques qui ont été développés pour le spatial, donc des triples jonctions silicium-germanium, et de décorer ces triples jonctions avec des catalyseurs de part et d'autre. Alors, déjà, dire à quelqu'un qui fait du photovoltaïque, tu vas plonger une cellule dans la flotte, en général, les gens disent « mais vous êtes fous ». Ils n'ont pas complètement tort, mais en fait, ça peut marcher si on encapsule bien. Et donc, nous, on a reproduit ça au laboratoire en collaboration avec des collègues au Vietnam. Et assez facilement, sur plusieurs centimètres carrés, on arrive à avoir 2 % de rendement solaire vers hydrogène. Nocera, il était pareil, entre 2 et 4 %. Si maintenant vous allez prendre les meilleurs matériaux qui sortent de Helmholtz ou des laboratoires de Stanford, que vous décorez ça avec des catalyses, que vous mettez plein de couches de protection, il y a des papiers qui montent jusqu'à 20 % avec ces technologies, mais qui ne sont pas forcément très stables et qui sont très coûteux. Donc en fait, il y a toujours cet équilibre entre le coût, la stabilité et le rendement. Et puis, peut-être tout en haut ici, vous avez ce qu'on appelle alors, ça peut s'appeler des cellules photoélectrochimiques intégrées. Ça, c'est le nom qu'a donné Sophia Hausner à l'EPFL. C'est juste des systèmes PV électrolyseurs intégrés que je vais vous présenter un peu plus en détail et qui fonctionnent bien. Alors, pour la petite histoire, puisque Régis est dans la salle, il y a eu un challenge petite molécule essentielle, c'était 2017, c'est ça, ou 16. Et donc, j'avais présenté ça, en fait, qui, je sais, par la suite, j'ai eu des bruits, était bien classé par les ingénieurs, mais n'a pas été sélectionné par le grand jury d'académiques après. Et donc, ce qui a été sélectionné, c'est quelque chose un peu comme ça, avec de Kevin Sivula, avec qui je travaille maintenant et qui est un excellent scientifique. Mais effectivement, si on veut aller vers quelque chose d'appliqué, moi, je dirais que
il faut plutôt aller vers ça. Et je pense que je vais peut-être relancer, enfin, ce sujet, on l'a fait avec des catalyseurs classiques, platine, iridium, et on va continuer pour mettre des catalyseurs moins chers dedans. Donc, en fait, ces approches-là d'intégration fine de PV et d'électrolyse, ça a donné lieu au moins à 3 startups. Ça vient de l'EPFL où il y a du solaire concentré et une PEM. Ça, c'est au Portugal, si je ne m'abuse, et ça, c'est KU Leuven. Et c'est systématiquement, en général, de l'électrolyse PEM couplée à du PV avec des petits dispositifs. Donc, l'avenir dira quel est le futur de ces technologies. Nous, en fait, on est reparti depuis de cette idée qu'on avait depuis 2016, parce que bon, on a une idée, c'est pas parce qu'on n'est pas financé qu'on continue pas. Et donc, dans le cadre d'une thèse d'Angelica Maragno, avec Sophie Charton, on a développé et on a réutilisé des choses qu'on avait développées dans une ERC Proof of Concept. On a développé cette cellule, alors qui est essentiellement en plastique. Donc, c'est une cellule d'électrolyse PEM en plastique. Vous avez ici l'assemblage membrane-électrode, platine, oxyde d'iridium, nafion, donc du très classique. Ici, on a une cellule photovoltaïque tandem silicone perovskite. Donc, à Ines, ils savent faire ces systèmes avec des aires de 9 cm². Donc, c'était en tout cas en 2019, quand on a commencé, un record du monde. Et puis, en fait, ce qui a été intéressant, c'est que pour vraiment bien intégrer l'électrolyseur et la cellule, on a fait cette plaque de flux cathodique en acier, en impression 3D, et qui sert en fait d'échange thermique. Et vous le voyez là, en fait, il y a un échangeur thermique à l'intérieur de cette plaque cathodique qui permet de préchauffer, de refroidir la cellule photovoltaïque et en même temps de réchauffer l'eau de l'électrolyseur. Et ça nous a permis, alors je vous le montre ici, ça nous a permis de finalement passer d'une tension de 1,49 pour démarrer l'électrolyse à 1,44, donc ce qui est tout petit en fait, mais ça permet de multiplier par 2 la quantité d'hydrogène produite, et on passe d'un rendement sans l'échangeur de chaleur de quelque chose comme 4%. Alors c'est 4%, alors que les courbes théoriques ici nous disaient déjà une dizaine de pourcents, sauf qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique. Et donc, avec cet échangeur de chaleur, on arrive à 8,4%. Et je dois dire qu'on n'a pas énormément optimisé ce système-là, parce qu'on a obtenu cette petite cellule qui marchait quelque part en janvier. Et puis, il fallait qu'on soit au concours en juillet. Donc, en fait, on a couru et on a pris ce qu'on avait. Mais après, plus tard, on est revenu faire des études de température pour essayer de comprendre voilà, ce qui se passait et publier. Donc, on ne s'est pas arrêté là. On est passé de cette cellule qui avait environ 8 cm² de surface vraiment active. On a fait des modules de 9 cellules, et on a fait 5 modules de 9 cellules pour arriver à 342 cm² de surface irradiée. Et donc, ces systèmes-là, en irradiation outdoor sous 3 jours, on arrive en continu, donc on arrive à avoir 7% de rendement solaire vers hydrogène. Alors, 3 jours, c'est petit à l'échelle d'un test industriel. À l'échelle de ce qui se fait en labo, c'est énorme. Et en plus, c'était dehors. Donc, c'est des choses qu'en général, en labo, bon, déjà, on n'a souvent pas le droit. Mais même quand on a le droit, souvent, on ne le fait pas. Alors, donc là, il y a le moment... Voilà. Alors en fait, où on en est entre est-ce qu'on fait quelque chose de direct avec ces semi-conducteurs et cette jonction liquide qui est prometteuse d'un point de vue quantité de matériaux mise à l'échelle, et versus l'intégration de PV et d'électrolyse. Donc là ici, je ne vais peut-être pas tout faire, mais ce qu'on sait, c'est que quand on fait de l'électrolyse, on a quelques avantages. On n'a pas besoin de collecter l'hydrogène sur des énormes surfaces, on sait où on l'a fait, on a un système bien étanche.
On sait qu'on peut produire de l'hydrogène pressurisé, ça c'est déjà, on a déjà la technologie. Par contre, on sait que c'est assez cher de faire des électrolyseurs, notamment quand on veut travailler à des fortes densités de courant. Et puis, ce que les électrolyseurs ne font pas très bien, c'est d'être capable de suivre la puissance solaire en direct en fait. On a un temps de démarrage, d'arrêt qui est lent. Et en fait, ça, tout le monde fait des études sous irradiation solaire continue. Et donc là, il n'y a aucune étude là-dessus. Donc, c'est peut-être là qu'il peut y avoir des avantages pour les technologies photoélectrochimiques au sens strict. Bon, très clairement, on se dit que quand on travaille en technologie photoélectrochimique, on va avoir des petits courants, vu qu'on aura maximum 20 milliampères par centimètre carré. Donc on peut utiliser des catalyseurs moins chers. On a moins de contraintes sur les catalyseurs. Par contre, on va toujours avoir besoin de membranes, et on va même avoir besoin de plus de membranes. Et ça, le coût d'une membrane, c'est pas donné, en fait. Donc l'un dans l'autre, une fois qu'on a fait les vrais coûts, il n'y a peut-être pas tant de gains à gagner sur les catalyseurs. Par contre, si ces systèmes photoélectrochimiques sont plus efficaces sous des faibles irradiations, donc produisent quand même sous des faibles irradiations, ces systèmes-là, il faut les 1,48 volts pour que l'hydrogène commence à être produit, parce qu'on est en électrolyseur, il faut vraiment arriver à produire ça. Sinon, finalement, on a une production d'électricité photovoltaïque, mais il n'y a pas de courant qui passe, donc en fait, il ne se passe rien. Donc, est-ce que les dispositifs photoélectrochimiques peuvent aller directement capter des substrats dans l'atmosphère? Donc ça, il y a des travaux pour aller capter l'humidité de l'atmosphère directement, ce qui n'est pas développé pour les électrolyseurs, et on peut utiliser les grandes surfaces qui sont développées pour la capture de la lumière, également les utiliser pour la capture de substrats. Est-ce qu'ils sont meilleurs en termes de suivi des variations d'intensité solaire? Et en fait, à quelle échelle et avec quel marché associé, peut-être un marché de niche, peut-être des communautés d'énergie, vont permettre d'avoir que les technologies directes sont plus avantageuses que les technologies couplées. Donc ça c'est vraiment des questions qui ne sont pas traitées, et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de cadre qui permette de traiter ça, parce qu'elles ne sont pas matures vu du point de vue industriel, elles ne sont encore pas matures. Vu du point de vue académique, finalement, les gens n'ont pas trop envie d'aller voir, d'aller se comparer à des choses bien plus performantes, et donc il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. La conversion électrochimique du CO2, alors quelques points d'histoire. En fait, ça a commencé il y a très très longtemps, avant 1900, où il y a eu les fondements de l'électrolyse, les premières observations qu'on pouvait valoriser le CO2, le réduire. Après, il s'est passé beaucoup de choses probablement, mais on n'en a pas trop gardé trace. Et dans les années 60, on a commencé à regarder avec des catalyseurs, des métaux classiques, comme le mercure, le zinc, le plomb, ce qu'on pouvait faire pour réduire le CO2. Ensuite, il y a des chimistes célèbres, dont certains sont dans la salle, qui ont regardé si on pouvait réduire le CO2 sur des électrodes de carbone en mettant des petites molécules, des petits additifs. Des catalyseurs moléculaires définis qui sont apparus. Et puis, la découverte que le cuivre pouvait produire des produits de réduction multicarbone, alors qui est souvent attribué à Ori, mais en fait qu'on trouve un petit peu plus tôt dans la littérature. En fait, l'étude de Ori au Japon a fait une étude systématique de tous les métaux, et en gros, il a montré qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait, sauf un certain nombre de métaux, l'argent, le zinc, l'étain, et le cuivre qui faisait toute une flopée de matériaux. Il y a en parallèle des développements sur des matériaux moléculaires, notamment par de Ronzier, avec un film polymère de ruthénium qui est très stable et très actif. Et en fait, tout ça, ça s'est vraiment redéveloppé dans les années 2000, et je dirais même plus après les années 2010, parce que dans les années 2000, tout le monde était sur l'hydrogène, puis la mode est passée, et 2010, on a enclenché sur le CO2. Et là, c'est beaucoup des aspects mécanistiques de catalyse à la surface, de catalyse moléculaire. On a réinventé la roue pour la réduction du CO2 en électrolyseur, alors que
la plupart étaient connus sur l'électrolyse de production d'hydrogène. Voilà, on en est là. Et depuis les années 2020, il y a un focus sur la mise à l'échelle, les problèmes d'efficacité énergétique, d'intégration du CO2 avec des sources d'énergie renouvelables. Mais je dirais que c'est là qu'on voit qu'on n'y est pas forcément encore. Donc, la plupart des gens aujourd'hui travaillent encore avec des cellules en H, système à 3 électrodes, beaucoup en solvant organique. Et ça, c'est pour ce qui est élaboration de catalyseurs, étude de mécanismes. C'est très important. C'est ce qui nourrit, y compris mon équipe. Mais il y a des groupes qui commencent à aller vers des électrolyseurs, donc, et notamment des systèmes, des électrodes à diffusion de gaz. Alors, il y a 3 grands systèmes. Il y a l'électrolyse haute température, dont on a déjà parlé et qui est efficace, mais avec les problèmes de stabilité dont on a parlé. Et puis à basse température, c'est-à-dire une centaine de degrés, on a soit des systèmes zéro gap, donc qui sont vraiment les mêmes que ceux pour faire de l'électrolyse PEM ou AEM. Et puis on a un système de cellules à flux où on combine l'électrode à diffusion de gaz, c'est-à-dire que le CO2 diffuse bien à travers une couche de diffusion gazeuse, mais l'électrolyte est circulant. Ça permet d'améliorer un certain nombre de phénomènes, et notamment d'équilibration de pH, qui est un vrai problème dans ces systèmes. Donc en fait, quand on regarde sur ces électrolyses basse température, on travaille pas mal avec les AEM. En fait, ce n'est pas vraiment AEM parce que là, quand vous mettez du CO2 en présence de carbonate, en fait, le pH est 7. Donc en fait, vous n'avez pas les contraintes de systèmes fortement basiques et donc corrosifs qu'on a dans les AEM. Là, on est à pH 7 et on développe des membranes à base de susténium. Le problème, c'est que quand on fait ça, vu qu'on est à pH quand même relativement basique, et la plupart du CO2, et c'est en général 50%, la plupart du CO2 se retrouve sous forme de carbonate. Alors des fois, il est relibéré à l'anode quand on a de la chance et on peut le recycler, mais ce n'est pas souvent le cas. Alors si le CO2, vous l'avez purifié avant, vous l'avez capté, pour le chimiste en laboratoire, le CO2 il vient de la bouteille, finalement ce n'est pas ce qui coûte cher. Mais en fait, pour l'application, le CO2 c'est quand même une ressource. Et donc il y a beaucoup de gens qui essayent de s'affranchir de ces pH alcalins pour le CO2. Donc on peut essayer de travailler en milieu acide, mais alors là le problème c'est qu'on fait beaucoup d'hydrogène à la cathode. Alors un moyen de bloquer cet hydrogène à la cathode, c'est de mettre des ions potassium ou césium. Alors ça marche très bien, il n'y a plus d'hydrogène, mais enfin les protons ils ne passent plus à travers la membrane. Parce que même si ils vont plus vite que les césiums, ils sont à pH 7, ils sont quand même pas beaucoup, et les césiums ils sont millimolaires, et donc en fait on se retrouve à précipiter du carbonate de césium de l'autre côté, et donc à faire un milieu acide ici. Et donc ça, il y a encore des problèmes que les gens essayent de contourner en utilisant des membranes bipolaires, où là finalement il n'y a pas d'ion qui passe à travers la membrane. On peut choisir son pH à gauche et à droite, côté anodique, côté cathodique. Mais finalement, quand on regarde bien, normalement, la membrane bipolaire, elle crée un potentiel de jonction qui doit compenser la différence de potentiel chimique due aux différences de pH. Mais en général, ça ne compense pas, ça se surajoute et on arrive à des tensions aux bornes de l'électrolyseur qui sont énormes. Donc, alors, il y a quand même quelques prototypes, alors je ne dirais pas industriels, mais développés par des acteurs industriels, donc notamment Dioxide Materials, Siemens Energy. Et donc là, vous avez quelques caractéristiques. Finalement, ça marche pas si mal. On est à plusieurs ampères par centimètre carré. On a des efficacités faradiques qui sont assez importantes. On cible soit la production de CO ou de syngas, soit d'acide formique, parce que finalement, économiquement, ce sont pour l'instant les produits qui sont économiquement intéressants à revendre. En fait, le vrai problème, c'est les tensions de cellules. Par rapport à un électrolyseur où on trouve que dès qu'on est au-delà de 1,6 volts, c'est plus acceptable. Là, la plupart sont à 3 volts, 3,75 volts. Donc en fait, et les gens n'essayent
on n'a pas l'impression que c'est un problème en fait dans la littérature. Tout ça, c'est publié à Nature, Nature Energy, Science, dans des grands journaux. Et en fait, le problème de la tension, qui quand même fait un rendement énergétique, là on est à moins de 30% de rendement énergétique, ça ne semble pas être un vrai souci. Le seul qui a l'air assez efficace, c'est le système haute température. Donc, il y a un pilote qui a été développé par Sunfires. Vous avez les références ici. Et lui, il fonctionne à 1,3 volts. Alors, c'est un peu moins que ce qui est voulu, mais comme on a dit tout à l'heure, c'est parce qu'on utilise de la vapeur d'eau et qu'on a la chaleur de vaporisation de l'eau à retirer des 1,5 ou 40. Je ne sais pas quel est le vrai chiffre pour le syngas. Donc en gros, aujourd'hui, les problèmes, c'est qu'on a une faible sélectivité en électrolyse. Si on veut aller au-delà de la réduction à 2 électrons, donc dès qu'on veut faire de l'éthylène, de l'éthanol, du méthane, là, on a un problème de sélectivité. On n'arrive pas à convertir beaucoup du CO2 qu'on introduit, donc on est plutôt dans les 50% du CO2 perdu. Du coup, on produit des carbonates qui viennent impacter la stabilité. Et en fait, beaucoup de systèmes de laboratoire ne sont... Enfin, on ne peut même pas parler de stabilité, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent avant d'être dans les conditions d'opération stables. C'est au moment où ils se mettent à l'équilibre qu'il y a quelque chose qui diverge, notamment les couches sont inondées, le sel précipite. Et peut-être le principal problème, parce que celui-là... on ne voit pas trop comment on va le résoudre, c'est qu'ils ont des efficacités énergétiques qui sont très faibles du fait de l'opération à 3 volts. Donc là, vous avez un exemple d'une thèse de mon laboratoire où vous voyez que le système il fonctionne. Alors là, vous avez la tension de cellule. Donc on est content, on part à 2,5 volts au début, puis à un moment donné, oups, ça monte, et en même temps, on se rend compte qu'alors qu'on faisait du CO et qu'on était très content, tout d'un coup, on fait de l'eau, enfin, on fait de l'hydrogène. Et donc ça, c'est très probablement, on a de l'eau qui est arrivée, et donc on a de l'eau, donc on fait de l'hydrogène à gogo avec ce système. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment continuer dans cette voie d'électrolyse, à part pour faire de la recherche la réponse est un petit peu dans ce papier de Bardot de l'ETH, où il compare, et donc c'est un papier qui a maintenant 5-6 ans. Donc ça, c'est le système actuel pour produire les 20 plus gros produits de commodité, je crois que c'est en Europe. Et donc aujourd'hui, on fait ça à partir de ressources fossiles, d'eau, et puis voilà, on a tous les processus pour faire ça. Et donc lui, il a fait ce modèle où si on arrive à capter cette quantité de dioxyde de carbone, donc bon, c'est quand même une grosse quantité de dioxyde de carbone, si on arrive à faire cette quantité d'hydrogène, donc là, il y a pas mal d'énergie et d'électricité verte pour pouvoir faire ça, eh bien, donc là, le modèle, il est par la production de méthanol, CO2 plus H2, ça donne du méthanol, et ensuite, il dit, on a toutes les technologies thermocatalytiques pour transformer ce méthanol en éthylène, en propylène. Là, il y a du BTX, et on arrive à s'en sortir. Donc ça, c'est en gros, le bottleneck, il est là, il est à capter le CO2 et produire cet hydrogène, puisque tout le reste, les technologies sont mûres. Et il a un deuxième scénario qui est bas TRL, qui est celui-là, où là, ici, on a toujours notre dioxyde de carbone, mais en fait, on ne le convertit pas en méthanol, on va aller faire de l'électroréduction pour faire du monoxyde de carbone, pour faire de l'éthylène, du propylène. Et donc, ça, ce sont les technologies par électrocatalyse. Et donc, pour moi, bon, déjà, c'est plus bas TRL, mais en fait, il y a un problème d'efficacité énergétique intrinsèque, parce que faire de l'hydrogène, on sait le faire, et déjà, on trouve que les rendements ne sont déjà pas assez bons pour produire de l'hydrogène par électrocatalyse, mais si vous avez suivi, les rendements pour faire du CO par électrocatalyse, c'est quand même encore moins bon à l'heure actuelle. Et donc, si on regarde comment la nature fait, d'une certaine manière, pour convertir le CO2 qu'elle va capter dans l'air, donc c'est les organismes photosynthétiques qui font ça, ils captent le CO2 et puis ils le convertissent en produits à haute valeur ajoutée. Je ne vais pas vous refaire la photosynthèse en long, en large et en travers, mais ce qui est important, c'est que si on regarde, on capte la lumière,
Et en fait, les électrons, ils sont transférés soit à une enzyme qu'on appelle la FNR, qui va être capable de convertir le NADP+ en NADPH. Et finalement, le NADPH, c'est une forme masquée de l'hydrogène. C'est un hydrure qui a un potentiel très proche du couple H+H2. Ou alors, dans certaines algues, les électrons sont envoyés directement à l'hydrogénase qui produit l'hydrogène. Donc, en fait, la nature, elle choisit d'abord de faire de la production d'hydrogène ou d'un hydrogène masqué quand elle fait la photosynthèse. Et puis, une fois qu'elle a le temps, la nuit, elle va aller fixer le CO2 dans un processus obscur qui utilise ce NADPH qu'elle aura accumulé. Et en fait, c'est ce qu'on a fait pour répondre au concours dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était un concours de l'EIC au niveau européen. On s'est dit, il fallait produire un carburant solaire qui ne soit pas de l'hydrogène. Donc on s'est dit, on va produire du méthane parce que ça se sépare facilement. Et on va le faire avec des archées, des méthanogènes qu'on va cultiver en bioréacteur. Et ces méthanogènes, on va les nourrir avec de l'hydrogène solaire qu'on aura produit dans les cellules IPEC que je vous ai présentées précédemment. Et donc, il y a eu le développement de ce biométhaneur à bulles, on va dire frugal, parce qu'il a quasiment besoin de rien pour fonctionner en termes de balance of plant. Et donc, on a intégré ce biométhaneur. Alors, il est caché derrière. Les panneaux sont derrière, au soleil. Et puis, on a tout un système là dans le démonstrateur pour purifier les gaz et mesurer ce que l'on faisait, mesurer le méthane produit. Et donc ça a été testé sur le site d'ISPRA lors de la finale du concours, sur 3 jours en continu. Le premier jour, on s'est pris un méga orage qui ne nous a pas complètement aidé, mais le système a survécu. Et donc on a produit, vous voyez, les deux jours suivants, on a produit à plein. Et puis le dernier jour, ça s'est arrêté à midi, donc on a produit juste le matin. Et donc, avec nos 45 cellules intégrées sur finalement 72 heures de production en continu, alors il y a eu 18 heures de vrai soleil, on a produit 7 litres d'hydrogène solaire, donc c'est les 7% que je vous présentais tout à l'heure, et qu'on a converti ça en 1,2 litre de méthane, un peu mélangé à de l'hydrogène. Il y avait 11% d'hydrogène qui restait. Et donc ça, c'est un rendement global solar to carburant, to fuel, de 5,5%, sur finalement quelque chose qu'on n'a pas vraiment optimisé parce qu'il fallait un dispositif qui marche au concours. Et on a eu 6 mois entre le moment où on nous a dit vous allez au concours et où notre direction nous a libéré progressivement l'argent pour faire le démonstrateur. Et puis le moment où il a fallu... en fait, on a assemblé le démonstrateur sur le site du concours. On avait une semaine pour le faire et on n'avait jamais testé. On a tout assemblé. Ça a marché. Comme quoi, des fois, on a de la chance. Alors, je termine rapidement sur les technologies de fixation de l'azote. Là, c'est bon, pour revenir sur la discussion d'hier soir, c'est donc les limites planétaires. Et donc, comme je disais, ici, sur les flux biogéochimiques, on est 3 fois au-delà des limites de sécurité, en vert. Et en fait, là, vous avez un premier papier de Stevens qui nous a malheureusement quittés depuis, sur les effets de cet azote réactif dans l'environnement, avec les problèmes d'eutrophisation, mais également des problèmes de changement de la génétique dans certaines populations de plantes. Enfin, il y a quand même des choses qui devraient nous questionner. Et puis, un deuxième papier, là, c'est Wolfram dans Nature Energy, où en fait, il regarde le problème d'utiliser l'ammoniac comme un carburant pour le maritime. Et c'est en 3 pages, c'est quand même très très bien documenté sur les quantités de NOx qui peuvent être produits, enfin dans ce qu'on sait vraiment, ce qui est référencé. En gros, si on veut utiliser l'ammoniac dans le maritime, on multiplie par 4 notre production d'ammoniac. Alors déjà, Albert Thompson nous dit, du coup, vous allez oublier l'engrais parce que ce sera un business beaucoup plus juteux pour nous de vendre un carburant que de l'engrais. Donc, les fermiers, vous allez revenir à l'urée, parce que bon, c'est peut-être pas génial. Mais surtout, en gros, en faisant des calculs de ce qu'il peut y avoir comme fuite, enfin comme émission d'ammoniac dans l'environnement, en fait, ils disent que globalement, alors il n'y a pas une réponse chiffrée parce qu'il y a tellement d'incertitudes, mais il ne serait pas impossible que finalement, à cause de la dénitrification qui produit du N2O
qui lui a un pouvoir de gaz à effet de serre environ 300 fois celui du CO2 sur une durée de vie de 100 ans, il ne serait pas impossible que finalement ce ne soit pas pire que de brûler du charbon. Donc, il faut quand même regarder ça 2 fois et réfléchir 2 fois avant d'en faire plus. En fait, les recommandations sont plutôt de faire moins d'ammoniac pour respecter ces cycles biogéochimiques, d'en faire moins, d'en répandre moins. Je crois que la quantité d'azote qui est produit par Haber-Bosch et qui arrive dans votre assiette, je ne parle même pas de celle que vous fixez dans vos protéines, c'est de l'ordre de quelques pourcents. En fait, il y a des pertes à tous les niveaux. Et en fait, tout ça, ça va dans l'environnement. Et finalement, on pourrait être beaucoup plus efficace sur l'épandage d'engrais et sur... bon, il y a aussi la consommation de viande qui rajoute des étapes dans les conversions biologiques et qui également a un impact sur ces cycles-là. Donc, si on regarde comment est produit l'ammoniac, c'est essentiellement aujourd'hui par le procédé Haber-Bosch. Alors, on entend souvent et on lit souvent que le procédé Haber-Bosch, il est hautement énergivore. Non, le procédé Haber-Bosch, je pense que c'est un exemple de procédé intégré en thermocatalyse. C'est un processus qui est faiblement exergonique et en fait, il fonctionne quasiment à l'équilibre thermodynamique, en gros, en termes de rendement. Certes, il opère à haute température et haute pression, mais ce n'est pas parce qu'il est à haute température et haute pression, vu que cette pression est maintenue et que la température est auto-entretenue, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il émet 3 à 5% du CO2 anthropique parce que l'hydrogène est produit à partir de méthane par vaporéformage et par oxydation partielle. Et c'est ça le problème. Donc, si éventuellement on veut remplacer cette partie-là qui est la production d'hydrogène, donc c'est pas si simple parce que finalement cette partie-là, elle produit aussi l'azote qui n'a pas d'oxygène. Et donc, c'est pas si simple à enlever un bout et puis le remplacer par quelque chose d'autre. Si maintenant on veut vraiment remplacer par quelque chose d'autre, là il y a quatre, et je vais aller très vite, Christian. Le premier, on parle beaucoup de Electrochemical Nitrogen Reduction Reaction. Donc on a regardé un peu, parce que quand on recrute quelqu'un, il faut lui donner un nouveau sujet. Donc avec Mathieu, quand on a voulu le recruter, on lui a dit, tiens, tu vas travailler sur cette réaction-là. Il y a la nitrogénase qui fait cette réaction. On va faire des catalyseurs bio-inspirés. Et en fait, Mathieu, il a fait une étude de la littérature, et notamment, on s'était dit qu'on allait travailler avec des molécules, mais aussi avec des matériaux solides. Et en fait, alors déjà, les vitesses de formation de l'ammoniac sont extrêmement lentes, qui sont décrites dans la littérature, parce qu'il y a toujours de la production d'hydrogène qui vient en compétition. Très souvent, et là ça commence maintenant à être reconnu, finalement les gens réduisent pas l'azote, mais les traces de NOx qui sont dans le gaz, parce que quand on passe un cylindre, une B20 de gaz pendant la nuit, même si le gaz est très très pur, quand on accumule toutes les impuretés de la B20, surtout qu'on n'a pas pris le dernier grade d'azote, et finalement ça fait quand même quelques micromoles de NOx qui étaient dedans, et c'est ces micromoles qu'on a convertis et transformés en ammoniac. Et si on regarde, donc là c'est une étude où on regarde à la fois le courant d'électrolyse associé à la production d'ammoniac, donc le courant d'électrolyse complet, le rendement faradique et puis la vitesse, vous voyez que tout est très très proche de zéro. Et en fait, il y a quelques points qui sont loin de zéro, mais vous voyez, ils sont tous sur les arêtes. Alors, vous savez que quand on divise quelque chose par zéro, ça fait souvent des choses très grandes. Et en gros, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que, en fait, tous ces points-là, ils sont obtenus, les points qui sont à 100%, ils sont obtenus parce qu'on a divisé quelque chose par quelque chose qui n'était pas du tout pertinent. Donc, si on a mesuré un peu d'ammoniac parce qu'on avait bu de la bière avant, et ça, je peux vous garantir que c'est... Vous avez bu une bière avant, vous revenez à côté, si vous respirez trop près de votre bécher, vous avez un système électrocatalytique qui marche du feu de Dieu. Donc, c'est quand même un vrai souci, mais voilà, il faut le savoir. Et typiquement, voilà, c'est ici, ça c'est le travail d'une thésarde. Vous avez deux lignes ici à moins 10 et à plus 10 micromolaires d'hydrogène. Ça, c'est, vous prenez n'importe quelle solution, vous avez beau l'avoir dégazé, vous êtes entre moins 10 et plus 10 micromolaires avec votre test. Vous avez beau le calibrer comme vous voulez, vous avez une barre d'erreur. Et on a refait, nous, le cas des sulfures de molybdène
qui sont là-dedans. Ici, vous voyez, c'est lesquels, les sulfures de... C'est les rouges, les points rouges. Il y en a un qui est ici. En fait, vous les refaites, vous êtes au mieux sur la barre d'erreur et en dessous. Et en gros, il n'y a rien qui marche. En fait, chaque fois que vous voyez des systèmes où on vous a dit qu'on avait fait de la réduction de l'azote, vous pouvez oublier, il y a toujours un biais. Enfin, jusqu'à présent, il y a toujours un biais. J'espère qu'on va trouver, mais pour l'instant, il y a toujours un biais. Ce qui marche, c'est les systèmes moléculaires. Donc, il y a des systèmes, des pincers de Nishibayashi qui fonctionnent avec un médiateur qui agit comme donneur d'atomes d'hydrogène. Et ces systèmes, ils fonctionnent en milieu non aqueux, parce qu'en milieu non aqueux, on ne fait pas d'hydrogène, donc il n'y a pas cette compétition avec la production d'hydrogène. Et Peters, aux États-Unis, a décrit un autre médiateur, ce médiateur de cobalt, qui lui aussi est un donneur, alors pas d'atomes d'hydrogène, mais d'électrons et de protons simultanément, donc c'est un peu la même chose pour un néophyte. Et donc celui-là permet de faire fonctionner toute une série de catalyseurs qui avaient été décrits dans la littérature, y compris par Chris Pickett, Wilkinson dans les années 70. Et donc là, comme ça, tout d'un coup, ils se mettent à marcher à des tensions qui ne sont pas aberrantes. L'autre système qui marche, si vous voulez vraiment développer quelque chose, c'est les systèmes de fixation électrochimique qui sont médiés au lithium. Donc là, en fait, vous avez une électrode transparente, pas transparente, respirante ici. Non, elle n'est pas forcément respirante, non. C'est le dessin qui se dit qu'elle est respirante. Vous avez une électrode en carbone sur laquelle vous allez déposer du lithium électrochimiquement. Donc ça, c'est -2, -3 volts. Et ce lithium va réagir avec N2, faire un nitrure. Et ce nitrure va réagir avec des protons qui généralement viennent d'un électrolyte non aqueux pour faire de l'ammoniac. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne y compris dans des systèmes à flux. Enfin, ça fonctionne bien. Mais il y a un problème, c'est qu'on est en milieu non aqueux pour limiter la production d'hydrogène et qu'il n'y a pas beaucoup de catalyseurs efficaces pour faire l'oxydation de l'hydrogène en milieu non aqueux. Donc en fait, on pourrait utiliser l'oxydation de l'eau, mais en milieu non aqueux, c'est pas génial. On n'a pas forcément envie de mettre de l'oxygène dans le système. Donc en fait, l'idée, c'est d'utiliser de l'hydrogène pour produire les protons. Le vrai problème, c'est que vous voyez la différence de potentiel. On est environ à 3 volts. Donc là encore, en efficacité énergétique, on n'y est pas vraiment. Le système qui peut-être fonctionne le mieux, c'est encore une fois l'électrolyse haute température. Je crois que je vais me reconvertir finalement. Je vais changer de système parce que ça a l'air de fonctionner. Dans le cas de l'ammoniac, je dirais que le mécanisme n'est pas du tout compris. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils mettent un catalyseur à la cathode et ils mettent du palladium parce que le palladium, ça capte les hydrures et que ça évite de faire de l'hydrogène. Donc ça permet d'éviter qu'il y ait trop d'hydrogène qui soit produit en parallèle. Mais par contre, les tensions qui sont mises à l'électrode semblent raisonnables. C'est dans ce cas-là où on a de l'hydrogène pareil à l'anode, c'est 0,3, 0,6 volts à donner, bien sûr, en plus de l'hydrogène que vous avez produit. Et puis, ce qui est très à la mode aujourd'hui, c'est d'aller faire de la réduction de nitrate, de nitrite, de NOx. Alors, ça marche du feu de Dieu. A priori, tous les catalyseurs, vous prenez un complexe, si vous êtes gentil avec lui, il va faire ça. C'est un peu la pression que j'ai. Donc, ça marche bien. Mon problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sources de nitrate et de nitrite qui sont disponibles en version concentrée. Puis surtout, en fait, les nitrates, c'est ce que les plantes, elles veulent. Elles ne veulent pas de l'ammonium, elles veulent du nitrate. Donc peut-être, plutôt que d'aller diluer du nitrate, on peut peut-être directement récupérer des sources d'urée et de nitrate. On sait, et on peut aller les épandre directement peut-être. Il y a des startups qui travaillent sur la plasmalyse de l'azote pour produire également des nitrates. Donc là, c'est avec l'air. Donc c'est quelque chose qui est connu depuis les années 20 de 1900 par pyrolyse, mais ça pourrait être utilisé sur site pour enrichir alors je ne sais pas le terme en français, les manures, c'est les déjections animales ou les différents produits organiques. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que la plasmalyse, ça tue tous les micro-organismes, donc ça évite qu'on refasse du méthane derrière. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose de mieux pour l'environnement. Et ça fait directement donc alors ça c'est de
du wording de start-up. Je l'ai copié tel quel. Enrich organic materials with plant available nitrogen organic materials. Donc, ils ne savent pas trop ce qu'ils font, mais ça marche. Je crois que j'ai terminé. C'est les conclusions. Donc, mes conclusions, c'est que utiliser le soleil pour faire des carburants ou des produits chimiques, c'est un moyen de stocker l'énergie renouvelable, que ça permet de ne pas solliciter le réseau, mais qu'on peut produire de l'hydrogène avec des bons rendements. Que cet hydrogène, ça peut être un bon intermédiaire à la fois pour, comme je l'ai montré, valoriser le CO2, mais également fixer l'azote, parce que je pense que pour fixer l'azote, ce qu'il faut vraiment travailler, c'est du Haber-Bosch avec des nouveaux catalyseurs qui vont fonctionner dans des systèmes, enfin dans des conditions plus douces, parce que c'est difficile de faire de l'hydrogène solaire à 300 bars. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup Vincent pour cette très belle conférence. Alors j'ai des petites questions, peut-être des remarques aussi. Je crois qu'il y a une molécule qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est l'oxygène. Parce que là on est sur beaucoup sur l'énergie, mais l'oxygène ça reste notre molécule numéro 1, celui de l'INDE aussi, et derrière tu as la santé, tu as l'oxygène pour la chimie. Donc je trouve que dans la story des gaz, quelque part, il ne faut pas l'oublier. C'est juste une petite remarque. Tu as tout à fait raison. Alors, l'oxygène, dans le laboratoire, on l'utilise beaucoup pour de la catalyse d'oxydation. Finalement, la produire, c'est un problème aussi. Et on a une collaboration avec Toyota pour essayer de faire des catalyseurs d'oxydation de l'eau sans métaux nobles, et c'est compliqué. Et on regarde aussi la production d'eau oxygénée par électrocatalyse, parce que c'est vrai qu'on est un peu spécialisé dans les processus de réduction. Mais, voilà. Mais dans la story, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Après, une petite remarque sur la première comparaison que tu as sur PEC ou couplage PV électrolyseur, avec la possibilité de délocaliser, il y aura toujours le problème de la maintenance sur des unités délocalisées. Et il ne faut jamais le sous-estimer parce que dans des economics, ça peut influencer beaucoup. Et je pense que le trade-off, enfin la flexibilité, c'est un KPI super important, mais il faut faire le trade-off aussi avec la fiabilité. Parce que vouloir faire des systèmes super flexibles, forcément tu perds en fiabilité. Parce que toute cellule électrochimique, un on-off, l'impact il est très significatif. Et même quand la cellule ne marche pas, elle se dégrade. Oui, surtout quand elle s'arrête et que les gaz... Donc ça, c'est juste... Et je veux dire, il faut prendre les deux KPI parce que sinon, on risque d'optimiser des trucs, d'optimiser, et à la fin, d'avoir la Formule 1 qui peut rouler que sur les circuits... Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, je dirais, en 2019, quand on a commencé Sonergy, tout le monde disait l'hydrogène pour le transport, pour la mobilité, chez le particulier éventuellement. Bon, maintenant, on a parlé des batteries qui font beaucoup et où la maintenance est quand même réduite. Le PV, c'est pareil, la maintenance est ultra réduite. Et c'est vrai que là, dans la chaire industrielle avec Engie, on a un volet socio-technique pour essayer de regarder où est-ce qu'on va insérer ces technologies. Et c'est vrai que ça ne va plus être chez le particulier, ça va être dans peut-être des petits sites, peut-être pas industriels, mais quand même avec des barbelés et avec de la maintenance qui devra être là pour surveiller. Et alors, je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais deux petits trucs. Sur l'électrolyse du CO2, donc il faut peut-être que tu te recycles sur la haute température, parce que cet OPSE a une offre commerciale. D'accord. CO2 to CO, haute température. Oui, non, mais c'est ce que j'ai dit. Le haute température, ça marche. Ça semble marcher pour le CO2. Alors moi, c'est là où il y a une discussion peut-être. Je suis moins pessimiste que toi pour l'électrolyse du CO2, parce que on en parlait avec Christian. En fait, le CO2 qui passe à la note sous forme de carbonate, on peut le recycler. Et ça ne coûte pas très cher. On a regardé pour l'instant. Oui, non, mais même, il y a des stratégies pour le récupérer. Alors, il est quand même en général avec de l'oxygène. Donc, il faut aller le recycler. Mais le vrai problème, c'est que très souvent, il n'arrive pas à l'anode. Très souvent, il précipite sous forme de carbonate quelque part au milieu. Bon, alors ça, je peux dire que c'est un problème qu'on a résolu et qu'il arrive à l'anode. Et on travaille avec une start-up qui a résolu ce problème de clogging justement de la membrane et qui a un milieu qui fait que le CO2 arrive à l'anode. Donc il y a des solutions possibles et je pense qu'il ne faut peut-être pas enterrer
cette technologie, elle est à plus de 3 volts. Ça, c'est Voilà, clair. pour Ça, moi. c'est vraiment un drawback, mais je pense. Et alors là, il y a un truc, c'était la question hier justement sur l'ammoniac, et ça me trouble beaucoup, parce que pour moi, l'ammoniac, je dirais utilisé comme combustible. Oui. Tu vois. Parce qu'en fait, c'est un ammoniac que tu ne remets pas dans la nature, puisqu'il est brûlé. Alors, je vais revenir au NOx après. C'est-à-dire que contrairement à l'ammoniac qu'on produit actuellement, qui fait de l'engrais, sous forme d'urée aussi, hein. L'urée, c'est l'ammoniac plus le CO2. Hein. Là, c'est mis dans la nature, et là, oui, l'effet, c'est ce que tu as montré. Par contre, si tu l'utilises comme fuel et que tu contrôles bien ta combustion, premièrement, tu ne fais pas beaucoup de NOx, et deuxièmement, abattre des NOx, c'est super connu dans l'industrie du verre, et pour abattre du NOx, on a des scrubbers à l'ammoniac. C'est-à-dire que sur le bateau, tu as de l'ammoniac en tant que fuel, et tu as, j'allais dire, la molécule pour abattre complètement tes NOx. Donc là, je suis un peu troublé. Il faut aller lire le papier. Je pense que il y a une vraie discussion. Et en fait, le problème, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le maritime, ils travaillent avec le carburant le moins propre et ils s'en foutent. Et là, tout d'un coup, ils vont être ultra vertueux et ils vont tout respecter, sachant que la plupart des cargos, on ne sait même pas qui est le propriétaire, chez qui. Enfin, donc, je pense qu'il y a un vrai doute sur le fait qu'on va arriver à faire les choses bien. Et il y a tout, et il y a dans le papier, c'est vraiment bien expliqué parce que y a plein de références sur les taux de fuite qui sont connus, ce qu'on peut arriver à faire. Et en fait, il pose quand même beaucoup de questions sur le fait qu'on ne contrôle pas forcément les rejets. Et que comme il faudrait déjà diminuer d'un facteur 3 le rejet d'azote, si on multiplie la production par 4, c'est quand même, ça risque d'être un peu difficile. Donc moi, ça m'arrange si les gens font du méthanol. Mais je vais faire la même remarque sur le point 3 ici. On est en train de regarder en ce moment, encore un petit moment, CO2 vers l'éthylène. Vous avez parlé de un gap, zéro gap. Ça, il y a un vrai choix là derrière. Il y a un des deux qui semble marcher mieux. Il y a le travail du Collège de France, le travail de Toronto, qui semble montrer qu'on peut arriver à des valeurs, les valeurs de 2,5 volts, par exemple. Donc, je serais moins pessimiste que vous là-dessus. Je comprends que la forme de l'électrode, ou comment se trouve l'électrode et comment mélanger le cuivre ou l'autre catalyseur avec tout le reste, ça a une influence énorme sur les performances. Donc je serais moins pessimiste que vous là-dessus. Et la deuxième chose, peut-être c'est que Sarah à la maison avec dioxyde et d'autres, ils regardent pas CO2 vers éthylène, mais le CO vers l'éthylène, qui semble être une route pour eux au moins plus facile. Ça, effectivement, la catalyse cascade, où on fait d'abord du CO et ensuite on fait de l'éthylène, ça peut marcher, mais il faut d'abord faire le CO. Et en fait, une fois qu'on a du CO, alors si on fait du CO électrochimiquement, c'est la même chose que ça. C'est-à-dire qu'on a les 2,5 volts au départ, et après, on refait un deuxième électrolyseur où on rajoute les surtensions, donc il faut regarder. C'est de la recherche très intéressante qu'il faut faire. Je ne dis pas ça, mais je dis qu'à un moment donné, quand on fait des choix, c'est-à-dire quand on commence à mettre un procédé sur un autre procédé, sur un troisième procédé, là, il faut se reposer la question, est-ce que faire de l'hydrogène Alors, on a vu hier, on n'est encore pas à l'échelle sur la production d'hydrogène par électrolyse, mais c'est quand même plus simple, il n'y a qu'un seul substrat. Il n'y a qu'un seul substrat à une électrode. Enfin bon, et il faut se poser la question. Nous aussi, on a comme j'ai montré, on a de la recherche, pareil dans les PEPR, Power CO2, sur l'électrolyse du CO2. C'est très intéressant. C'est ce qui aujourd'hui est motivant parce que c'est nouveau et il y a des nouveaux problèmes. D'un point de vue énergétique, il y a toujours le même problème qui est l'oxydation de l'eau à l'anode, et ça c'est le même, et on rajoute des problèmes de sélectivité à la cathode. Si je peux intervenir, un des gros problèmes avec la réduction du CO2 électrochimique, c'est qu'il faut que tu plies la molécule, parce que l'organométallique, c'est très bien le faire, ça.
Et d'accord, tous les... C'est ce qui, quelque part, se fait à la surface métallique. Enfin, moins contrôlé, mais... Mais justement, ce n'est pas contrôlé. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait trouver, c'est des catalyseurs qui font ce travail-là. Alors, je n'ai pas montré, mais la courbe que j'ai montrée, c'est avec un catalyseur moléculaire, un macrocycle de cobalt, qui fait du CO avec... voilà, et qui fait ça. Le problème, c'est de toutes ces choses-là. Moi, j'appelle ça... bon, c'est pas... Mais comme on est vers la fin du truc, je dis c'est le principe des chiottes publiques. Il suffit que quelqu'un ne nettoie pas une fois, deux fois, trois fois, et au bout d'un moment, plus personne n'y va. Et ça, ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe avec les électrodes, parce que c'est la voie de passage 2D entre 3D et la source d'énergie. Et il suffit que petit à petit, le truc s'abîme, puis tu perds tout. Et c'est ça que j'avais trouvé qui était intéressant chez Nocera, c'était que c'est pas son truc, mais c'est le fait qu'il disait que c'était auto-réparant. Ouais. Puis après, on n'a plus entendu parler, quoi. Si, enfin, il l'utilise encore. Alors maintenant, il a perdu tous ses financements et il est en train de se dire qu'il va partir à la retraite. C'est quand même un peu dommage. Mais a priori, il utilise toujours son système. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait de l'hydrogène qui donne à manger à des bactéries. Mais maintenant, il y a des bactéries. Mais avant, il n'y avait pas de bactéries. Avant, c'était purement chimique. Mais il fait fonctionner ça dans un milieu où il y a les bactéries et ça s'auto-répare et ça fonctionne. Voilà. Oui. On te remercie encore une fois. Et